Bienvenue dans cet épisode de Bien dans ses pattes, le podcast qui prend soin de vos animaux et de leurs maîtres. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie, qui est ostéopathe animalière et qui va nous raconter un petit peu son histoire. Bonjour Julie. Hello. Alors du coup, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis ostéopathe pour animaux du coup. Ça fait 5 ans que je fais ça et je suis aussi à côté de ça formatrice dans une école d'ostéopathie pour animaux. Ok, et du coup, toi, t'as toujours voulu faire ça ou c'est venu avec le temps? Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Pas du tout. Alors à la base, en fait, c'était vraiment un hasard. J'ai toujours voulu bosser avec les animaux, mais j'ai jamais trouvé ce qui, moi, pouvait me correspondre, ce qui vraiment m'animait. Et en fait, ça a été un hasard dans un repas de famille où c'est sur le ton de la déconnade où c'est une cousine à mes parents qui m'a dit « Et pourquoi tu ferais pas ostéo pour chevaux ?» Parce qu'à cette époque-là, c'était pas du tout connu l'ostéopathie. Et elle faisait intervenir des ostéos pour ses chevaux. Ça faisait partie des premières dans le département à faire ça. Et en fait, on a rigolé. Et puis le soir arrivé, on a commencé à chercher avec mes parents, à se renseigner. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et depuis ça, par contre, ça a été évident. Ah oui, donc ça a été vraiment un déclic quoi, du ouais, jour au lendemain. Et vraiment un gros hasard. Parce que Ok. c'était pas du tout prévu comme ça. Hein. J'étais paumée dans ma vie à ce moment-là. Ok, ça marche. Et du coup, toi, t'avais déjà des bases d'ostéopathie pour les humains ou rien à voir vraiment, tu repartais de zéro quoi? Ouais, moi je repartais de zéro parce qu'à cette époque-là, je te parle de ça, c'était il y a presque 15 ans. Et moi j'étais au lycée, au tout début du lycée. Je m'étais quand même orientée en lycée agricole, donc je savais que je voulais bosser avec les animaux, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et l'ostéopathie pour humains, moi j'y avais eu à faire 2-3 fois, mais c'est tout quoi. Sinon, je connaissais absolument rien là-dedans. Ok, et du coup, après, comment ça s'est déroulé? Quelle formation t'as suivi? Est-ce que c'est une formation scolaire? Enfin, raconte-nous un peu comment ça se passe, du coup, les études pour faire ce métier-là. Donc moi, je me suis très vite orientée vers les animaux. J'ai eu la chance de pouvoir faire un bac agricole dans la science, technologie de l'agronomie et du vivant. Donc c'était quand même axé scientifique, mais vraiment sur les animaux. Et suite à ça, j'ai fait partie des dernières qui ont pu intégrer une école d'ostéopathie pour animaux avec un bac autre que scientifique pur et dur. Et donc j'ai intégré cette école-là directement après le bac. C'est des écoles qui se font en 5 ans maintenant. À l'époque, ça se faisait en 3 ou 5 ans. Maintenant, c'est vraiment, tout est harmonisé, tout se fait en 5 ans. C'est le même cursus dans toutes les écoles. Donné un peu différemment, mais c'est le même cursus. Et donc, on peut faire soit ça, donc directement après le bac, les 5 ans d'ostéopathie animale, ou alors on peut faire vétérinaire et après se spécialiser. Donc, c'est plus long, mais tu as l'atout vétérinaire en plus. Mais bon, si tu veux faire qu'ostéopathe, entre guillemets, il vaut mieux se spécialiser tout de suite dans l'ostéopathie, faire une école d'ostéopathie et pas trop passer par les vétérinaires qui sont en plus des études assez compliquées. Et sinon, tu as un cursus qui est un peu à côté, que certains font, mais ça se fait plus trop aujourd'hui, ça se faisait beaucoup avant, c'est d'être ostéo humain et après de se spécialiser et de transférer sur les animaux. Ok, donc oui, donc il y a plusieurs possibilités en fait pour la selon formation. Ce qu'on veut. Ouais. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 5 ans, depuis octobre 2021. Ok. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec les animaux? Tu disais que c'était quelque chose que tu avais vraiment en toi depuis longtemps, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Ce qui m'a donné envie, c'est que depuis très petite, depuis mes 3 ans, je montais à cheval. Et en tant que gamine timide et pas à l'aise avec les humains, c'est là où je me sentais le mieux dans ma peau en fait, avec les animaux, avec les chevaux en l'occurrence, et puis après quand j'ai eu mon chien, avec le chien. Et c'est ça qui m'a fait dire que je me voyais pas bosser dans un univers totalement humain. En plus de ça, j'ai tellement ce truc de vouloir bien faire que si j'ai de la hiérarchie au-dessus, je me mets une pression de dingue pour bien faire les choses. Je me mets quand même une pression de dingue là à moi-même, mais quand même moindre par rapport à si j'étais entourée d'une équipe. Oui, là, ça vient de toi, quoi. Ouais, exactement. Et puis bosser avec les animaux, mais c'est un des meilleurs trucs à faire quand t'es passionné de ça. Au final, ta vie, c'est ton métier. Ma vie, c'est mon métier. Donc du coup, toi, au quotidien, en fait, dans ton métier, tu te régales, quoi. Ah ouais, je m'éclate. Et j'en oublie même des fois de me faire payer parce que je trouve ça génial. C'est plus qu'un métier. Oui, c'est un métier passion. Exactement, ouais. Et du coup, toi, comment ça se passe? T'interviens sur tous les animaux ou c'est certaines catégories? Moi, j'interviens sur tous les animaux. Alors, officiellement, je fais plus de vaches. J'en ai fait pendant des années, mais là, j'en fais plus. Et sinon, j'interviens sur tous les animaux. Donc, ça va du chien. La plupart de ma patientèle, ça reste des chiens quand même. Je fais des chevaux, je fais des chats. Ça m'arrive aussi de faire j'ai une spécialisation dans les nouveaux animaux de compagnie. Donc, tout ce qui est lapin, hamster, cochon d'Inde, tortue.
tortues, serpents. Je fais absolument de tout. Et c'est super chouette parce que du coup, ça me permet de transférer les savoirs de certaines espèces sur d'autres. Parce que, notamment en médecine vétérinaire, on a vraiment cloisonné par espèce, par spécialisation, pardon. Là, ça me permet de transférer un peu ce que je sais d'une espèce à l'autre et du coup d'ouvrir un peu plus l'éventail des possibilités et moi de m'éclater en plus. Parce que du coup, je fais pas qu'une seule espèce et je fais pas qu'un seul type de propriétaire et d'animaux. Ok, donc en fait c'est hyper varié, t'as pas de routine en réalité. Vraiment pas. Vraiment pas. Et puis comme je suis sur la route tout le temps et puis tu rencontres tout le temps des personnes différentes avec des problématiques différentes, des animaux différents. Ah non, tu t'ennuies vraiment pas, tu dois t'adapter tout le temps. C'est pas du tout un métier de routine. Et du coup, toi, tu pratiques dans quel secteur? Est-ce que tu as un cabinet ou est-ce que tu te déplaces? Comment ça se passe? Enfin, je sais que tu te déplaces, mais est-ce que tu te déplaces uniquement ou est-ce que tu as un cabinet aussi? Je fais que à domicile parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour l'animal et pour l'humain parce que ça évite de devoir faire un déplacement. Si en plus ils sont un peu malades en transport, bon, c'est pas le top. Ça peut être stressant pour eux. Le cabinet, en plus, il y a un petit aspect veto, on le sait tous, ils sont pas super fans. Donc non, moi je fais que du domicile, je me déplace dans tout le 66, dans tout le département, mais c'est pas du tout prévu de changer ça. Ça me tient vraiment à cœur d'être à domicile et d'offrir cette parenthèse-là chez eux. En plus, comme j'ai la plupart qui s'endorment pendant les séances, ça me permet de les laisser pioncer. Moi je m'en vais, eux ils continuent leur sieste et ils ont pas à rentrer chez eux, on n'a pas à les réveiller. Oui, donc c'est pas très stressant pour eux s'ils s'en endorment. Honnêtement, non. Non, ils passent un bon moment. Bon, tant mieux. C'est vrai que quand un humain a besoin d'un ostéopathe, il le sent dans son corps et c'est lui qui fait la démarche. Comment on sait qu'un chien, un chat a besoin d'une séance d'ostéopathie? Alors en tant qu'ostéo, on le voit quand même assez rapidement parce qu'on a l'expérience, on a l'œil et donc en quelques secondes, minutes, en voyant une posture, en voyant une façon de marcher ou de se comporter ou une attitude au niveau du visage, on voit assez vite quand ils sont un peu raides, un peu tendus, un peu sensibles. Après, en tant que propriétaire, il y a quand même plusieurs choses à regarder. Le plus important, en fait, c'est d'observer son chien et d'être attentif à son chien. Parce que c'est vraiment quand on les connaît où on va repérer le moindre petit changement dans l'attitude ou dans la façon de se coucher, de s'asseoir, dans la façon de marcher. Ça peut être, par exemple, quand on les caresse et qu'au niveau du dos, ils vont frémir un peu. Ça, en général, c'est parce qu'il y a des sensibilités au niveau des nerfs, au niveau des vertèbres. Et du coup, c'est un signe d'appel pour l'ostéo, un signe d'inconfort. Ce que ça peut être aussi, ça va être un changement de comportement envers les congénères. Un chien qui devient un peu plus aigri, qui a pas trop envie que les autres ils viennent l'embêter. Des fois, ça peut être juste parce qu'il est tendu dans son corps, parce que ça va pas super. On le connaît tous, on a tous un jour ou l'autre pas eu envie de répondre bien aux gens parce qu'on n'était pas bien dans notre corps, tu vois. Donc ça va être plus comme ça. Il y a plein de petits signaux qu'on peut capter et quand on les connaît, ça trompe pas. Et du coup, comment ça se passe? Il y a un suivi, par exemple, est-ce que c'est comme pour les humains, il y a plusieurs séances ou est-ce que c'est une fois et ça suffit? Je suppose que c'est peut-être au cas par cas aussi. Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Et puis je pense que ça dépend aussi des ostéos parce que je sais que moi je suis vraiment pas interventionniste du tout. Je me dis le moins on peut intervenir, le mieux c'est. Il faut que le corps il se débrouille aussi par lui-même, il faut pas aller vers l'assistanat. Après, ça dépend effectivement de nous en tant qu'ostéo ce qu'on va trouver. Avec l'expérience, on va savoir un peu à quelle fréquence ça va revenir et du coup on va proposer un suivi. La plupart de ce que je vois, c'est plutôt 1 à 2 fois par an. Ça m'arrive d'en voir tous les 2-3 ans ou seulement quand il y a des problèmes, quand je sais que les propriétaires, ils les connaissent vraiment bien. Oui. Et là, je les laisse me rappeler quand ils voient le moindre petit signe, on refait une séance. Mais ça sert pas forcément, à part pathologie, de les suivre plus fréquemment que ça. J'aimerais qu'on s'axe un petit peu sur les chiens. C'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent au final chez tes patients chiens? Là où on m'appelle le plus souvent, ça va être pour des boiteries. C'est vraiment la majeure partie des cas. Ça m'arrive beaucoup, de plus en plus, qu'on m'appelle juste pour de la prévention, donc pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur corps, mais la plupart du temps, ils viennent me voir d'abord pour des boiteries. Donc ça peut être des problématiques articulaires du type des dysplasies, ça on en retrouve vraiment beaucoup, de l'arthrose, ce genre de choses. Ok, et du coup, toi, sur quelque chose comme de l'arthrose, est-ce que tu as un suivi du coup, ou c'est pareil, tu laisses un peu agir le corps, tu fais une séance et tu laisses un peu de temps? Ça va dépendre encore du stade de l'arthrose et surtout du management par le propriétaire. Parce que plus le propriétaire arrive à faire bouger le chien de façon totalement différente, que ce soit en allant à la plage, que ce soit en balade, pas des randos mais de l'activité plutôt modérée. Plus on arrive à entretenir la masse musculaire et plus en fait on peut écarter le suivi ostéo. Plus il y a de l'arthrose et plus c'est compliqué pour eux de se mouvoir
plus on va les voir de façon rapprochée. Il y en a que je dois voir tous les mois ou tous les 2 mois. Et après, petit à petit, on essaye une fois qu'on leur apporte du confort dans leur corps, du coup les faire bouger un peu plus et du coup d'espacer un peu plus le suivi. Mais ça va vraiment dépendre de chacun. En général, sur vraiment de l'arthrose assez sévère, on les voit tous les 2-3 mois quand même. Oui, forcément, il y a un petit suivi quand même régulier. Qui leur fait quand même pas mal de bien. Et du coup, tu as pu tester nos compléments alimentaires de chez Vitami, la gamme articulation. Est-ce que tu as un avis sur ça? Notamment, parce que pas que. Sur les compléments alimentaires, c'est vrai que moi, j'en conseille beaucoup. Enfin, je les conseille souvent. Et le plus tôt est le mieux, au final. La plupart des gens attendent que ça aille pas forcément pour en donner, alors que le plus tôt on les donne et le mieux c'est, parce que ça vient vraiment entretenir les articulations. Et ce qui est important pour moi quand je conseille un complément alimentaire, et les Vitami en font partie, de la liste que j'ai, j'en ai 3 qui sont vraiment bien, et Vitami rentre dedans, ça va être au niveau composition. Déjà, il faut qu'il y ait une composition plutôt qualitative et saine, avec vraiment des éléments qu'on attend pour prévenir les usures articulaires et entretenir la santé des articulations. Et à côté de ça, il faut aussi que, en général, je le propose à plusieurs patients et puis je vois aussi les retours. Et puis si j'ai des bons retours, je continue à les conseiller, et ça a été le cas pour ceux de Vitami que j'ai pu tester sur des patients. Ok, trop cool. Et du coup, tu as pu tester quoi comme autre gamme? Ça a été la gamme pour tout ce qui est problématique de peau. Ah oui, immunité anti-démangeaison. Ouais. Et ça, notamment sur des chiens qui faisaient des hotspots assez régulièrement, on a eu quand même des bons résultats en essayant d'introduire ces compléments-là. Ok, bon bah trop bien. Ouais. Franchement positif. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur ton métier? J'en ai même 2 qui sont plutôt sympas. La première, ça a été quand on m'a appelé pour faire un Mustang, donc un cheval sauvage, enfin qui était sauvage, qui avait été capturé aux États-Unis et qui avait été importé en Espagne. Et je suis allée le faire, et les 3 premières séances ont été très très compliquées, dans le sens où ils se laissaient pas toucher. Et donc la plupart des chevaux, quand ils sont en inconfort, ils baissent les oreilles, ils te regardent, ils commencent à lever le pied, il l'envoie un peu à côté, mais il te vise pas. Lui, dès que je le touchais, il se retournait, il essayait de me mordre et il envoyait le pied et il me visait très très bien. Donc ça a été très compliqué, et ça a été vraiment à force de patience et je le touchais, et puis s'il me disait rien, je m'enlevais, et puis petit à petit en lui montrant qu'il pouvait peut-être me faire confiance. Et en plus, il avait une super relation par contre avec l'humaine qu'il avait récupérée. Ils avaient une relation de dingue. Au fil des séances, on a réussi à toucher un peu le dos, à toucher un peu l'encolure, et ça a été sur la 4e séance où là, il s'est complètement laissé aller. Il m'a laissé aller jusqu'au bassin. Il avait été traumatisé parce qu'on lui avait attaché les postérieurs, les pattes arrière ensemble, et du coup, c'était impossible de lui toucher cette zone-là. Et la dernière séance qu'on a pu faire, il m'a vraiment laissé tout approcher. Il s'est même presque endormi. Et franchement, ce jour-là, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'en aurais presque pleuré tellement c'est beau qu'il fasse confiance. Oui, en fait, ça a été une relation de confiance construite sur le long terme, vraiment en fait. petit à petit, et ça fait chaud au cœur quand tu sais qu'un animal accorde pas sa confiance comme ça, et que pour toi il veut bien faire des concessions parce qu'il sent que ce que tu lui fais c'est quand même chouette, quoi. Et ça touche ça touche énormément. Oui, c'est une fierté du coup. Ouais. Et puis le deuxième, ça a été un chien que j'ai suivi pendant 3 ou 4 ans, que j'ai rencontré au tout début, et son humaine, elle l'avait adopté dans une SPA. Et au début, pareil, il était très très méfiant. Au final, ils ont réussi tous les deux à avoir une relation très fusionnelle, mais très très belle. Et je les ai accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à ce que lui, ils doivent partir d'un cancer. Ils ont dû l'euthanasier. Mais jusqu'au bout, il s'est battu. Jusqu'au bout, on a pu le soulager de ses douleurs, et ça fait toujours quelque chose quand tu as des patients à qui tu t'attaches et que tu dois laisser partir comme ça, et où en plus tu vois que les propriétaires derrière, c'est très très dur pour eux, quoi. Oui. Tu es là pour les aider, mais toi aussi c'est dur pour toi quand tu les laisses partir. Et oui, parce que forcément toi aussi tu t'attaches. Ah ouais, et on a un type d'attachement différent pour tous les patients. Enfin, moi je les aime tous de tout mon cœur, mes patients. Donc quand ils partent, c'est compliqué. Ouais. Oui, Ça me marque. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un patient qui t'a particulièrement marqué et dont tu es fière? Là-dessus, ouais. Il y en a une notamment,
Et c'est même pas de la fierté individuelle, c'est de la fierté vraiment de groupe. Parce qu'en fait, c'est la propriétaire qui a amené sa chienne qui s'est retrouvée paralysée du jour au lendemain chez le vétérinaire. Et le vétérinaire lui a dit c'est sûrement une hernie discale et soit on l'opère tout de suite, soit elle ne remarchera plus jamais. Et la propriétaire elle a tiqué, elle n'était pas d'accord avec ça, elle connaissait vraiment super bien sa chienne et elle s'est totalement écoutée, elle a dit non, elle est repartie. Elle a fait appel à une praticienne en shiatsu avec qui je bosse pas mal et cette praticienne l'a référée vers moi en ostéo et en fait on l'a suivie au début tous les mois de manière vraiment rapprochée avec la shiatsu et la propriétaire lui faisait vraiment toute la rééducation qu'on lui indiquait et au bout du 3e mois, elle a commencé à remarcher et puis finalement pendant 1 an et demi, elle a duré comme ça où on l'a maintenue et elle marchait vraiment super bien, elle courait, elle se remettait à vivre totalement normalement et c'est vraiment parce que la propriétaire nous a fait confiance et elle s'est écoutée parce qu'elle savait très bien ce qui valait le mieux pour son chien et on a fait un truc incroyable. Même moi, j'y croyais pas, j'y allais, je faisais ce que je pouvais mais on sait jamais trop comment les corps ils vont réagir et du coup qu'on ait réussi à la refaire marcher, c'était incroyable. Comme quoi il faut aussi s'écouter et écouter quand on a des intuitions par rapport à son animal. Et surtout quand on le connaît, qu'on l'observe vraiment, c'est vraiment nous qui le connaissons le mieux et c'est ce que je dis à mes clients. Dès qu'ils me parlent, même si c'est des trucs saugrenus qui leur viennent à l'esprit, je sais que j'écoute tout et je prends tout parce que c'est pas moi qui sais en fait, c'est eux qui sont H24 avec eux, qui savent très très bien ce qu'il y a, mieux que moi. Et du coup, est-ce que, pour une dernière anecdote, est-ce que tu aurais une anecdote d'un patient difficile, vraiment compliqué à gérer? J'en ai 2 notamment. De chiens qui ont été récupérés en refuge et qui ont été battus très violemment par contre. Et ça fait partie, c'est les 2 seuls patients en 5 ans sur qui on doit mettre la muselière et je sais que je dois vraiment m'adapter à eux dans le sens où je dois demander au propriétaire de caresser, de mettre la main et puis moi je viens mettre la main par-dessus celle du propriétaire pour pouvoir arriver à toucher l'animal et de là je sais que je dois presque plus bouger parce que dès que je bouge, l'animal il se retourne, enfin les chiens ils se retournent. Et donc ça fait partie des chiens les plus compliqués. Et puis c'est stressant en tant que thérapeute aussi, parce que même s'il y a la muselière, tu sais pas trop comment ils vont réagir. Et même eux, ils savent pas trop. Donc après, on les comprend. Enfin, ça se comprend avec un passé comme Bien ça. sûr. Mais ça fait partie des plus compliqués. Et les autres qui sont très compliqués, ça reste les chiots aussi. Les chiots, je pense que tu le sais, ça reste en place des fois. Donc il faut aussi s'adapter sur... en général, on va faire une manipulation et puis ils vont avoir besoin de courir 3 fois autour de la table, d'aller chercher leurs jouets et après on refait une manipulation. Donc là, c'est un peu plus long et il faut de la patience. Et il faut prendre un peu plus le temps, quoi. Exactement. Tu sais que là, tu prévois une plage horaire un peu plus grande. Faut s'adapter. Ok, ça marche. Alors, quelques petites questions pour finir. Est-ce que tu es plutôt jeune chiot ou vieux chien calme? Ah franchement, moi, vieux chien calme. Parce que ça va avec mon tempérament, je suis plutôt calme de base. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose d'admirable chez ces papis chiens qui sont... ils ont leur rythme à eux. Et ça fait du bien des fois de se poser à leur rythme. Ils ont une espèce de sérénité la plupart où ils sont là, ils sont juste là. Ils adorent leur vie, quoi qu'il se passe. Même s'il se passe rien dans leur vie, ils sont bien. Et j'adore ça. Ok, donc plutôt vieux chien calme. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? Alors déjà, ça va être ce qu'on disait sur l'anecdote, le fait d'un animal, que ce soit craintif ou réactif, qui se laisse aller, qui se pose et qui te fasse confiance, ça fait déborder mon cœur à chaque fois. Et puis ça va être aussi les retours des clients. Quand je sais qu'il y a un patient où j'étais pas forcément certaine de ce que ça allait donner, parce que voilà, on sait jamais trop si on va avoir des résultats ou pas. Et puis quand j'ai les retours des clients qui sont super positifs, ça c'est pareil, c'est absolument génial, c'est trop bien. Ok, et dernière question, si tu pouvais être un animal le temps d'une journée, lequel ça serait et pourquoi? Une autruche. Ok, hyper étonnant. Ouais, une autruche, parce que je trouve ça fascinant. On n'arrive pas à savoir comment est-ce que ça perçoit son environnement. Et puis pour avoir déjà fait de l'ostéo sur des autruches, tu sais pas, ça te regarde et tu sais pas si ça kiffe ce que tu es en train de faire ou si c'est juste en train de te dire là, la prochaine fois que tu me touches, je te défonce. Donc juste pour savoir ce que ça fait d'être dans le corps d'une autruche. Ok, ça marche. Et du coup, si on veut faire une séance d'ostéopathie animalière, où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être sur les réseaux, sur un site internet? Alors, au niveau des réseaux, on peut me trouver partout sous le pseudo Julie Ostéo Animaux. Et il y a effectivement mon site internet, donc Julie Ostéo Animaux. Ok, parfait. Et si tu devais donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent pour avoir un animal bien dans ses pattes, lequel ça serait? Lequel ça serait? Il y en a tellement.
Le conseil numéro 1, ce serait favoriser le mouvement. Être toujours en mouvement, des mouvements différents, mais favoriser le mouvement et puis écouter son animal pour vraiment le connaître et être à son écoute tout en lui donnant des limites, mais être là pour son animal. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Julie d'être venue nous partager ton expérience. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Bien dans ses pattes.